Ouais, forcément, c'était... Ouais, tu vois, ça me rend un peu C'était magique. J'avais vraiment envie de rencontrer une nouvelle culture et d'être vraiment auprès des gens. Pour moi, c'était énorme en fait d'apprendre des gens. Bienvenue dans Médecin qui es-tu, le podcast qui vous plonge dans l'univers captivant du monde médical. Chaque épisode vous offre un regard intime sur la vie des médecins, leurs défis dans le monde professionnel et leurs passions en dehors des salles de consultation. Je m'appelle Maxime Garcia, bienvenue et bonne écoute. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Médecin qui es-tu. Aujourd'hui on reçoit Panthéa. Salut Panthéa. Salut Maxime. Et aujourd'hui, je voulais discuter avec toi de plein de choses, notamment de ton internat, de plein de choses que tu as réalisées, un interchu. Du coup, on va en discuter tous les deux. Est-ce que tu peux te présenter et me raconter d'où est-ce que tu arrives ? Déjà, merci de m'avoir invitée. Écoute, moi, je suis née en Bretagne, donc j'ai fait toute ma scolarité à Rennes. Et j'ai débuté mes études de médecine aussi à Rennes. Ok, voilà. Avec une envie assez rapide de faire ces études ou pas du tout ? Pas forcément de moi-même en fait. C'est beaucoup de choses qu'on m'a mis dans la tête. Dans ma famille, en fait, le métier de médecin a vraiment un grand prestige. J'ai des parents d'origine iranienne. Et là-bas, le métier de médecin a une place vraiment de base. C'est mis sur un piédestal, mais on va dire d'autant plus là-bas. Donc, depuis qu'on est petit, ma mère nous dit dès le berceau qu'elle voulait qu'on soit médecin. Moi, ça m'est pas venu dès le début, mais c'est plus par élimination. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire à ce stade ? Pourquoi pas ça ? Et vas-y, je tente. D'accord. Du coup, Rennes, scolarité plutôt adaptée à la scolarité, tout s'est bien passé, école, collège, lycée ? Ah oui, je pense que j'ai eu de la chance, hein. J'ai été bien accompagnée, j'ai débuté les études supérieures avec un bon bagage, donc ça c'était... J'ai eu de la chance. J'aime bien le terme adapté parce qu'il y en a qui réussissent pas forcément les études à l'école, au collège, au lycée, etc. Parce que aussi souvent ils sont plus ou moins adaptés à ce qu'on nous propose. Toi, tu as été bien dans le moule scolaire avec de bonnes notes et quelque chose qui te plaisait dès le début de tes études. Oui, déjà j'ai envie de dire que en vrai j'ai eu la chance d'être aussi bien accompagnée. Mes parents, ils ont vraiment... ils nous ont essayé de nous mettre dans des écoles privées. C'est vraiment pas donné à tout le monde, tu vois. Donc, forcément, t'as des classes plus petites. T'as des profs qui sont peut-être plus là pour toi. Donc, on part pas tous avec les mêmes chances. Ils étaient médecins, tes parents ? Non, pas du tout. Okay. C'est vraiment une fascination pour la médecine, sans être dans ce monde-là. Mais je pense pas... parce qu'on sait que c'est un métier de sécurité et pour tous les aspects, pour tous les privilèges que ça peut apporter, quoi, et qui veulent que leurs enfants aient des facilités dans la vie, donc ils nous ont poussés à ça. Et au lycée, c'est là qu'émerge l'idée de médecine ou c'est même encore plus tard avec la fin du lycée ? Alors, ça va pas être très profond ce que je vais te raconter, mais globalement, quand j'étais enfant, j'adorais les animaux. J'ai développé beaucoup d'allergies. Du coup, ma mère m'a fait réaliser que c'était pas très réalisable mon idée de faire vétérinaire parce que c'était ça que j'avais en tête. Ouais. Et je me suis dit, sinon je vais faire ça sur les humains. Ok. Donc ça partait pas d'une réflexion très profonde, mais on va dire que c'est comme ça que je me suis lancée. Il y en a qui font le cheminement inverse, voilà. Mais toi tu t'es dit, bon, si c'est pas les animaux, je ferai ça sur les pauvres humains. Ok. P1, première année de médecine. Ouais. Dans quel état d'esprit ? Parce que ça demande 1000 choses, mais notamment grosse motivation. Grosse organisation, tu l'as vécu comment ? Beaucoup de pression, très peu de confiance en moi, mais je pense que comme beaucoup de personnes, on n'est pas prêt pour ça en fait. Surtout quand tu sors d'une scolarité lambda où t'es suivi, t'es soutenu par les profs et là t'es lâché. Donc je pense comme beaucoup, on n'est pas très prêt pour ça et moi du coup je l'ai passé en 2 fois ma première année. Ouais, tu l'as vécu, c'était violent pour toi ? Ça t'est arrivé dans tous ces amphis, des gens partout, une sorte de compète, des regards un peu particuliers Une fois qu'on se dit qu'on va faire médecine et qu'on s'y intéresse, on nous prépare pas mal. Mais malgré tout, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'élèves, donc c'est vraiment impressionnant. C'est vrai qu'il y a ces histoires de concurrence, des trucs pas très nets, mais après, il y a aussi vachement de solidarité. Donc il y a des belles choses quand même qui sont passées sur cette première année, mais je retiens surtout, je pense, la tension et la pression et la mise en échec, en fait, parce que
j'ai essayé d'être une bonne élève depuis que j'étais petite et là j'ai essayé très fort et je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas, ça suffisait pas en tout cas à ce moment-là, donc ça c'était perturbant. Et l'ambiance fac de Rennes, quelque chose de particulier chez les Bretons ou pas? Je peux pas comparer, mais je pense qu'il y a ce truc d'esprit carabin. Je pense qu'il est dans beaucoup de facs de médecine, mais c'est vrai qu'il est bien connu pour être bien développé là-bas. C'est vrai, tu vois, c'est même pas notre réputation. Ah ouais. Mais oui, je pense qu'il est assez présent et je pense que bon, c'était important pour cette première année parce que en dehors des moments où on était très concentrés à travailler, ça faisait un peu des moments de lâcher prise où c'était un peu débile, quoi. C'est un esprit un peu enfantin, mais bon, je pense que ça fait du bien sur le moment, quoi. Ok, donc concours, réussite donc lors de la deuxième tentative, deuxième année. Première année du coup, première tentative, échec, c'est un mot assez fort et assez violent, mais c'est quand même ressenti et vécu comme ça. Tu l'as vécu comment toi? C'est bizarre d'en reparler maintenant parce que je me sens vraiment loin de tout ça, mais je pense que je l'ai vraiment pris comme un affront. Ouais. Je me suis sentie vraiment rabaissée parce que je me suis dit je suis pas capable de ça, puis toute la pression autour, le regard des gens sur toi, mes parents qui étaient quand même très bienveillants, mais je voulais toujours bien faire pour eux, la famille aussi, la famille en France et en Iran qui du coup n'est pas là pour voir comment je travaille, mais qui attend des choses sans voir en fait ce que je faisais. L'immensité du travail fourni. Mais globalement j'ai pas eu de cette pression, je me la suis imposée moi-même. En vrai, je peux pas dire qu'il y ait des gens autour de moi qui étaient vraiment malveillants, qui m'aient dit t'as pas assez travaillé, t'es pas assez douée, t'es pas assez forte. Mais bon, je pense qu'on se l'a créé tous nous-mêmes. Mais j'ai quand même un bon entourage. Ça, je peux pas le nier. Donc c'est pour ça aussi que j'ai retenté. C'est pour ça aussi que je pense que j'ai réussi. C'est parce que c'était solide autour aussi. Ok. On va pas dérouler l'ensemble de tes études, mais du coup, deuxième tentative, réussite. Et là, du coup, le lien avec ta famille, sans doute une énorme fierté autour de toi. Oui. Bon, comme tout le monde. En plus de ça, moi, juste après avoir eu mon année, je suis allée en Iran. Donc j'ai retrouvé ma famille. Donc encore plus avec ce sentiment de réussite. Ouais. Donc ça, forcément, c'était... Tu vois, ça me rend un peu magique. Ouais. Enfin, je la vois pas très souvent, ma famille en Iran. Et du coup, de voir... Enfin, je peux ressentir des choses de loin quand on essaie de nous l'exprimer, mais c'est pas pareil avec la distance. Donc juste de l'avoir ressenti en face de moi. T'as reçu une chaleur incroyable. Ok. Et tu y vas combien de fois à peu près les voir? Là, la fréquence, on est à une fois tous les 7 ans à peu près. Ouais. Donc tu es retourné pour l'internat? J'y suis pas encore retournée, mais j'espère y retourner à la fin de mon internat. En vrai, c'est le but là. Ok. Après, le concours de l'internat, il est un petit peu moins connu et il y a peut-être moins d'attentes que la première année de médecine. Ok. Tes parents sont à Rennes? Ouais. Et eux, en revanche, quand tu as eu ton concours, tu les as vus immédiatement? Oui. Et c'était incroyable aussi sur place? Oui. Oui, c'était une effervescence. Mon père, j'ai vu qu'il avait les larmes aux yeux, ça c'était la première fois de ma vie. Donc, en fait, c'était surtout pour la fierté d'avoir fait pleurer mon père. Ouais. Ça, je pense qu'on est tous comme ça en tant qu'enfant. Oui, je pense qu'il y a quand même dans les motivations de tout le monde, il y a quand même une part énorme de vouloir rendre fiers les gens autour de nous, notamment les parents, la famille. T'as des frères et sœurs? Oui. J'ai un petit frère de 2 ans de moins que moi et une grande sœur de 4 ans de plus. Ok. Ils étaient là? Oui, ils étaient là, ils étaient soutenants. Après, ma deuxième année, je l'avais bien réussi dès le début, donc c'était pas une énorme surprise. Mais malgré tout, tout le monde était content pour moi de ça, il n'y a pas de doute. Ok. Donc tes 6 premières années, ce qu'on appelle l'externat, se déroulent comment pour toi, globalement? Ça se déroule bien. Moi, je pense que dès que j'ai commencé la fac, j'ai beaucoup aimé l'esprit de la fac. En étant sortie d'un lycée privé, j'ai l'impression d'avoir trouvé des gens qui étaient un peu plus de mon milieu. Donc pour moi, c'était assez important, en fait, le début de la fac. Très, je sais pas comment dire, révélateur. Où je me suis fait des amis qui me ressemblaient plus. C'était plus familier pour moi que là où j'étais durant ma scolarité. Donc j'ai très bien vécu. Mais maintenant, je sais avec le recul que ces années-là, j'ai vraiment vécu dans la médecine. J'ai vraiment l'impression de pas avoir fait beaucoup
beaucoup d'autres choses de ma vie que consacrer mon temps. Donc, que ce soit même en termes de loisirs, c'était quand même des choses pour la médecine. Les soirées, c'était des soirées de médecine. J'ai l'impression que je me suis vraiment fermée, en fait, mise dans une bulle avec que des gens de médecine. Et moi, une fois que j'ai réalisé ça, ça m'a fait un choc et je m'en suis voulu parce que je trouve que c'est jamais bon, en fait, d'être toujours avec les mêmes personnes. T'oublies un peu comment est le monde normal, quoi. Ce que t'appelles le monde normal, d'après toi ? De base, si t'es que avec des gens comme toi, tu vois pas le reste du monde, tu vois. Et on sait très bien que les médecins, enfin les étudiants en médecine, tout ça, on est quand même dans un milieu très privilégié. Même quand on n'a pas encore gagné un salaire de médecin, on sait qu'on va avoir un train de vie de ouf. Je pense que ça mène à avoir des idées, des loisirs, des intérêts qui commencent à être à peu près tout le temps les mêmes. Et du coup, t'apprends pas des choses, en fait. Je pense que tu t'entretiens dans ce truc-là. Et après, quand tu rencontres des gens qui viennent d'autres milieux, d'autres métiers, t'as du mal à créer des contacts, t'as du mal à comprendre comment ça se passe. Et moi je pense que c'est dangereux. Du coup, ça nous amène à discuter. Ça me fait comprendre des choix ultérieurs. Ok, l'internat arrive du coup. Ouais. Et le concours, parce que ce fameux concours des ECN de 6e année, là aussi, tu l'as vécu comment ? Parce que c'est une immensité qui vient nous solliciter sur les programmes de 4e, 5e et 6e année. Il y en a pour qui c'est quelque chose d'immense, un investissement en temps de nouveau énorme comme celui de la première année, mais là c'est 3 années à réviser. Tu l'as abordé de quelle manière ? Bon, je peux pas dire que j'étais pas tendue, mais j'ai su quand même pendant l'année que je voulais faire de la médecine générale, donc je peux pas dire que j'avais la même pression que tout le monde. Et je suis très contente de ça parce que je pense que ça m'a libéré de beaucoup de poids d'avoir fait ce choix. On peut pas le vivre bien cette année complètement parce que même quand t'es bien dans ta tête, t'es bien dans ta peau, les gens ils t'amènent à te comparer tout le temps, même quand tu veux vraiment lutter contre ça. Donc ça c'est naturel, ça fait pas sentir bien, c'est sûr. Mais je pense que j'étais quand même un peu plus préservée que des gens qui avaient énormément d'attentes d'eux-mêmes, qui se mettaient des pressions hors normes, quoi. Et là arrivent les choix. Ouais. Alors, on va un peu se déconnecter de la chronologie des études de médecine pour un peu plus se pencher sur toi, ton choix, la façon dont tu abordes la vie, la façon dont tu abordes la médecine. Quel choix t'as fait et est-ce que tu peux nous l'expliquer ? Quel choix de spécialité ? Alors, quel choix de spécialité ? Donc, ça, c'est la médecine générale. Médecine générale. Je t'ai un peu spoilé tout à l'heure. Ouais, mais tu l'expliques pourquoi ? Est-ce que tu avais des envies très particulière liée à cette spécialité ? Bon, c'est un petit cheminement quand même sur ma 6e année parce que moi, pendant longtemps, j'ai voulu faire de la gynéco. J'ai fait un stage aussi en gynéco où j'ai vu des choses qui m'ont pas plu. Après, j'avais pas les prétentions de me dire que je ferais mieux, mais j'avais envie de me dire j'aimerais faire ça en essayant de faire les choses bien pour les patientes. Et ça m'avait vraiment touchée, en fait. C'est vraiment quelque chose qui m'avait émue. Mais au fur et à mesure, en fait, de cette 6e année, je me suis aussi rendu compte qu'il y a plein de choses qui me plaisent. Et surtout que je suis vraiment faite pour le contact social. Donc, en fait, la médecine générale, après, ça m'a un peu frappée de plein fouet en me disant mais je pense que c'est très bien ma place là-bas, quoi. Est-ce que tu peux te présenter en 3 mots, autant la personne que tu es que le futur médecin que tu seras? Qu'est-ce que tu penses avoir comme qualité? Là, c'est un peu des mots qu'on connaît tous dans ce milieu, mais je pense que quand même, un de mes traits de base, je suis assez empathique. Après, autre chose qui peut être une qualité ou un défaut, mais je suis assez sensible aussi. Et alors là, pour être troisième chose, je sais pas. Ok. Et j'ai une question. Dans ces études, qu'est-ce que tu changerais dans leur organisation? Qu'est-ce qui t'a impacté? Qu'est-ce qui, pour toi, déconne fortement dans notre cursus? Vraiment, beaucoup de choses. En fait, je sais même pas par où commencer. Je vais pas m'attarder, mais sur ce que je t'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs, sur un peu la fermeture du monde médical, le fait de rester vachement entre nous. Je pense qu'on n'a pas de contact avec beaucoup d'autres étudiants de d'autres filières. Je pense que les profils des étudiants en médecine se ressemblent énormément. Donc déjà, ça, c'est un gros biais et c'est mauvais parce que ça nous matrixe. Et une des choses, mais je pense qu'on en parle souvent, mais
on n'est pas assez accompagné sur le côté santé mentale, ça c'est sûr. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose de dramatique, tout le monde est surpris, tout le monde se dit qu'on va faire quelque chose et rien d'efficace en tout cas est vraiment fait, en tout cas à large échelle. Et un truc que j'ai remarqué chez beaucoup d'internes, surtout en parlant de la fin de l'internat là, c'est qu'on a vraiment... on est nombreux à ne pas vouloir commencer à travailler réellement en tant que médecin et à vouloir faire d'autres choses. Et quand tu demandes un peu aux gens ce qu'ils veulent faire, c'est souvent des choses avec peu de responsabilité en tout cas. Donc je me suis posé la question. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui pèse, cette tension de faire le bon choix, de mettre en place la bonne chose. Le bon traitement, d'oublier de faire des choses ou de faire des choses qui vont coûter soit des vies, soit faire du mal. Et c'est vrai que pour aller dans ton sens, il y en a beaucoup qui se disent de toute façon, à la fin de l'internat, moi je vais vendre des chocolatines dans une boulangerie pour un petit peu avoir une autre pression. Je dis pas que les boulangers n'ont pas la pression, mais quelque chose de nouveau parce que 10 années à avoir ce poids il y a les chefs, il y a les co-internes, il y a les examens, il y a plein de choses. Oui, et je dirais qu'il y a cette responsabilité qu'on pourra jamais enlever, qui est la charge de tenir la vie de quelqu'un en main. Bon, ça on le sait, mais c'est pas que ça pour moi. C'est que, en fait, dans les choix qu'on fait, les gens ne sont pas forcément bienveillants. Donc c'est pour ça qu'on est d'autant plus sous pression. C'est tout le système qui est fait comme ça. Tu parles de qui, les gens ? Je parle des chefs, des médecins, des autres médecins, des collègues, de tout ce que tu veux, de comment est l'hôpital, en fait, de façon générale. Et qu'on n'arrive pas à se dire, si je fais un mauvais choix, c'est pas volontaire, mais c'est pas grave, c'est aussi comme ça qu'on apprend. Là, cette responsabilité, elle est d'autant plus dure que les gens ne veulent pas nous... ne veulent pas, ils sont tous conditionnés comme ça, mais n'ont pas une approche assez bienveillante, je pense. Mais ça, c'est les études qui ont fait ça. Est-ce que c'est pas une conséquence de la fatigue, d'un manque d'effectifs, où tout le monde finalement met la pression involontairement aux autres et ça rend les gens un petit peu irritables? Il y a du coup une insatisfaction des patients. Il y a pas. Enfin, finalement, est-ce que c'est véritablement des gens entre guillemets mauvais autour de nous ou qui sont plutôt d'une fatigue et d'une irritabilité extrême à cause de l'ensemble de l'organisation? Qu'est-ce que tu en penses? On peut pas dire que les gens sont mauvais, tu vois, il y a toujours une explication, comme par exemple ce que tu dis. Moi, je pense que c'est un problème de formation aussi, mais je te donnerai pas les solutions, ça, je les connais pas. Mais tu vois, dans un métier lambda, quand tu travailles, quand tu commences à faire des choses bien, il y a beaucoup plus cette approche de souligner que tu as fait quelque chose de bien. Ça, c'est bien, tu as bien fait ton travail, tu peux être content de toi. Quand tu fais quelque chose de mal, c'est normal, il faut le dire aussi. Mais c'est pas du tout la même approche en médecine. Globalement, moi, j'ai très très mal vécu mon premier semestre qui était aux urgences. Je faisais des choses et en fait, je me sentais clairement nulle à chier. Personne me disait que si c'était bien ce que je faisais ou si c'était mal, si les gens venaient le dire directement. Donc en fait, j'étais dans ce flou en me disant, est-ce que je fais bien mon travail? J'en sais rien. Parce qu'en fait, en médecine, c'est très rare quand les gens ils disent, c'est vraiment bien ce que tu as fait. Parce que c'est soit normal, en fait, soit nul. Oui, il n'y a exactement. pas le truc bravo, c'est ce qu'il fallait faire. Voilà. Donc pour moi, déjà, ça empêche de bien s'épanouir. Après, en même temps, on n'est pas formé pour former les gens. Et nos médecins, nos chefs, c'était des internes comme nous. On n'a pas cette formation de, je sais pas si on peut dire, pas management, mais d'être vraiment dans l'encadrement. Et puis dans un renforcement positif. Toutes ces choses-là, on les apprend pas. Donc c'est pour ça que je te dis, je saurais pas quelle solution trouver, mais je pense que cette histoire de responsabilité médicale, c'est pas que sur la charge médicale, c'est aussi comment les gens ils te le font ressentir. À cause de toutes ces choses-là. Et j'allais justement, la prochaine question, c'était quel est ton moment galère de tes études? Ce semestre aux urgences, c'est un moment clé, visiblement? Oui, en fait, du coup, c'est des stages de 6 mois qu'on fait. Je sais pas, je saurais pas si ça a duré 3-4 mois, mais j'ai l'impression que je faisais... pas n'importe quoi, parce que je sais que quand on fait quelque chose de mal, on nous le dit. Mais j'ai l'impression d'être nulle. Vraiment, je rentrais chez moi, j'avais envie de pleurer, je me comparais tout le temps aux autres, j'étais pas du tout satisfaite de moi, et j'avais pas
idée en fait de ce que valait mon travail. Et en fait, c'est vraiment sur la fin, quand on s'approche de la fin de stage, qu'on m'a dit oui, c'est bien ce que tu fais, t'inquiète. Mais pourquoi on dit pas ça dès le début? Parce que c'est ça qui pousse à mieux travailler, tu vois. En plus, dans les services d'urgence, souvent il y a des équipes, il y a beaucoup de monde, beaucoup de chefs médecins, beaucoup de chefs, beaucoup d'infirmières, etc. Et t'as l'impression que si tu fais quelque chose de bien, en fait, ça se cumule pas puisque tu le fais face à quelqu'un de nouveau. Et donc c'est isolé. C'est isolé, ça se noie et tu t'as pas l'impression que en fait t'es en train de bien faire les choses avec un même référent en face de toi. Et ça brouille encore plus les pistes. Moi, j'ai trouvé. Oui, exactement. De pas avoir un référent que tu vois tous les jours parce que comme c'est un système de garde, les chefs sont pas là tous les jours et du coup tu fais des trucs mais personne ne te... t'as l'impression de repartir à zéro dès que tu vois quelqu'un. Tu te dis, il faudrait que je fasse mes preuves à chaque fois que je rencontre quelqu'un. Et ça a été dur, du coup, ce semestre aux urgences particulièrement? Oui. Après, nous, il y avait un contexte... je peux pas dire que c'est particulier parce que finalement, ça se retrouve dans beaucoup de stages. Quand tu discutes avec les gens, tu te rends compte. Oui. C'était un service d'urgence qui était pas bien organisé. Donc, il y avait énormément de tensions dans l'équipe médicale et paramédicale aussi. Mais surtout des médecins qui étaient vraiment malveillants. Après, eux-mêmes allaient mal, forcément, pour en arriver là. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Exactement. Qui sait ce que eux-mêmes avaient comme pression ou comme difficulté. Voilà. Ouais, ok. En revanche, un moment phare dans ton internat, dans tes études, un truc qui t'a fait dire là, je suis vraiment au bon endroit, au bon moment, c'est ce que je veux faire, je kiffe. Je sais pas si ça va me venir comme ça, mais je sais que les moments que j'ai le plus ressenti, les émotions les plus fortes que j'ai eues, c'est vraiment quand c'est des patients qui m'ont exprimé en fait leur enthousiasme ou leur satisfaction. Globalement, c'est quand ça vient des patients que ça te fait sentir bien. Mais c'est vrai que là, tout de suite, quand tu me le dis, ça me vient pas un événement en soi, mais... Et là, pareil, ce sont des moments qu'on peut pas trop partager puisque on ne veut pas trop paraître vaniteux non plus ou dire « Ah, le patient, il m'a dit que j'étais telle ou telle qualité c'est quelque chose qu'on met dans sa poche, on sort de la chambre et on raconte pas trop parce qu'on sait très bien que quelques minutes après une galère peut arriver aussi, donc c'est quelque chose qui rend humble la médecine, tu penses? Je me dis aussi que peut-être qu'on n'a pas envie de partager à d'autres parce qu'on a peur qu'eux aient pas vécu quelque chose de mal et t'as pas envie de les rendre mal. Mais après, il y a aussi un truc dans le système en France de manière générale où les gens ne se vendent pas trop, sinon c'est considéré comme un abus de confiance. Alors, je pense qu'on peut être confiant et faire les choses bien sans être dans l'abus, tu vois. Mais on nous l'apprend pas bien, ça. Donc en fait, il suffit que quelqu'un soit satisfait de lui-même et le dise, et tous les autres vont se sentir mal. Et au lieu de se dire pourquoi je me sens mal, peut-être parce que moi je le fais pas pour moi-même, on va se dire c'est lui le problème, pourquoi il se vante. Mais en fait tu te dis mais c'est bien d'avoir confiance, c'est tellement précieux, il faut pas l'enlever aux gens. Et d'ailleurs nos études, je trouve qu'elles travaillent vachement là-dessus sur nous l'enlever, parce que dès le début tu peux avoir des gains de confiance et tout s'écroule et les gens ne sont pas là pour te soutenir et comme tu disais, on repart à zéro pour faire des preuves à chaque fois. Du coup, c'est vraiment un travail en fait pour garder cette confiance solide. Ouais, carrément. Mais c'est vrai que je pense que ça se développe quand même avec l'internat qui passe. Il y a probablement plus de facilité à être heureux pour celui qui nous dit il y a le patient qui m'a dit ça, trop cool, parce qu'on sait très bien que des fois en plus c'est rare. Et qu'il faut plus favoriser la joie des autres que se dire trop bête de dire ça, il voit bien que je suis pas dans le truc. Que de ramener ça à soi. C'est ça. Carrément. Ok. Et une particularité dans ton internat, c'est un interchu. Un interchu, donc t'es parti globalement, d'ailleurs on n'en a pas discuté, mais t'as choisi Bordeaux, c'est ça, pour ton internat? Oui, ça c'est une longue histoire aussi, mais... Bordeaux, la région d'Aquitaine en fait. Alors après, la réalité, c'est que j'ai choisi Bordeaux, pas pour le sud-ouest, mais parce que c'est réputé pour être une ville... pour être quoi? Pour être une ville qui permet les interchus. Ah ok, donc c'était... Tu pensais à quoi? Donc c'était un vrai objectif dès le départ. Oui, dès le début. Donc en vrai, je peux pas te mentir, c'était pas pour le sud-ouest à la base. Ok. Et donc du coup, un interchu, pour quelle motivation initialement? Parce que je pense que on a discuté un petit peu avant, il y a quelques motivations particulières, plus que d'aller mettre les pieds dans le sable. Oui. Il y a beaucoup de choses, je pense, différentes, mais moi, à ce moment-là de ma vie, déjà,
j'avais envie de partir de France métropolitaine et d'aller dans des endroits que je connaissais pas et d'être vachement dans la rencontre avec les gens. Mais ça, c'était pas dans le cadre professionnel, tu vois. Sauf que je voulais tellement pas retarder mes études qui sont déjà assez longues que j'ai essayé de trouver un compromis pour faire ça à la fois dans le cadre de mon travail, comme ça je continue mes études en revenant et que ça me faisait pas perdre de temps entre guillemets. Mais on peut pas comparer ça à des gens qui s'arrêtent et qui prennent vraiment le temps pour ça, tu vois. Ouais, parce que dans nos études, il y a aussi la disponibilité qui donc permet à un interne de prendre 6 mois, 12 mois, 6 mois je pense, je sais pas si c'est renouvelable une disponibilité. 6 mois pour mettre en stand-by son internat, partir, faire ce qu'il veut et ne pas mettre un pied à l'hôpital pendant 6 mois. Mais toi, tu as choisi donc l'Interchu, qui est la version je poursuis mon internat, mais je pars quand même dans une destination que je connais pas. C'est la version, je suis pas assez courageuse pour arrêter. Globalement, parce que sinon j'aurais aimé faire ça. Parce que mes motivations, c'était pas des motivations franchement professionnelles. C'était quoi comme motivation ? J'avais vraiment envie de rencontrer une nouvelle culture et d'être vraiment auprès des gens. Pour moi, c'était énorme en fait d'apprendre des gens, d'apprendre des choses que je connaissais pas, que ça me fasse grandir, que ça me donne envie d'être meilleure, sur tellement d'aspects, mais des choses que les gens qui vivent la même vie que moi ne peuvent pas m'apporter, tu vois. Ouais, on revient encore une fois au moule médecine où tu rencontres souvent pas des clones, parce que justement le but de ce podcast, c'est de justement montrer que on est tous mis dans un même panier, étudiants en médecine interne, etc. Mais on a tous des personnalités, des parcours différents. Et voilà, du coup, on est tous en médecine, mais tous différents. Mais il y a quand même un biais de sélection où on a tous quand même la même culture, souvent socialement, c'est assez proche, etc. Et t'as fait le choix de partir où ? Alors, mes premiers choix, moi, c'était... je voulais aller en Guyane. Moi, j'épargne un peu ce côté-là, mais ça s'est pas fait. Et du coup... Pourquoi t'épargnes ? T'as pas trop envie d'en parler ou parce que... Non, mais c'est juste que c'était des questions administratives. La fac qui s'est un peu opposée à ça pour des raisons financières, en fait. C'est pas très intéressant, mais ce qui s'est fait, c'est que... Raison financière de la fac ? Ouais. Qui pouvait pas financer ? Alors, ce que j'ai compris, c'est que quand tu pars en Interchu aux Antilles, à La Réunion, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, en fait, c'est Bordeaux qui doit payer cet indexage de salaire. Mais si tu pars en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, c'est eux qui payent cet indexage de salaire. Donc eux, forcément, ça les arrange. Une histoire de thunes. Voilà, c'était pas très intéressant, mais bon, c'est pour ça que ça s'est fait comme ça. La Guyane, t'avais un objectif particulier moi, j'avais déjà fait un stage en Guadeloupe quand j'étais externe, très peu de temps. Mais déjà, en fait, j'ai adoré la culture antillaise. Et j'avais très envie de découvrir d'autres territoires antillais. Et du coup, la Guyane, ça me tentait bien, parce qu'aussi, il y avait ce côté moins insulaire. Puis voilà, c'est d'autres paysages. Je voulais un peu tester autre chose, quoi. Mais j'avais envie de rester aux Antilles quand même. Bon, et au final, on a teasé, mais t'es parti où ? Du coup, je suis partie à Nouméa. Ok. Nouméa, pendant combien de temps ? 6 mois. 6 mois. Ça passe vite. 6 mois, ça peut aller très très vite. T'as eu un interchu comme tu le voulais. T'as eu des difficultés particulières dans l'organisation ou c'est quelque chose qui se fait facilement ? Comme je t'ai dit, je suis pas réellement partie pour des raisons professionnelles. Donc moi, toute la partie stage, ça s'est très bien passé, mais c'était pas ça qui était important pour moi à ce moment-là. Donc quand je suis partie toute seule, sans connaître grand monde. J'ai été logée dans un lieu, en gros c'était un internat, et en fait j'ai décidé de plutôt faire ma route toute seule, en fait. Ça m'a pas empêché d'être aimable et de discuter avec les internes, d'autres expats, mais j'avais envie de parler avec les Kanaks, parce que je me suis dit, je suis là pour une raison, c'est pour comprendre l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, la culture, l'héritage, tout ça, où en plus on est français mais on connaît très mal. Ouais, parce que dans un interchu, il y a moyen de reproduire le même schéma qu'en métropole, où tu te retrouves entre internes et que tu es juste entre internes mais à l'autre bout de la planète et tu
profites presque pas de la culture et de la terre sur laquelle tu es arrivé, en fait. Bah voilà, tu l'as très bien dit. Moi, c'était ma grosse crainte. Parce que c'était vraiment ces raisons qui me poussaient à partir, en fait. Je me suis dit, si je commence à être proche de ces gens-là, bah après, tu sais, c'est la facilité. Tu te dis, ils sont sympathiques, donc je vais faire des choses avec eux. Bon, du coup, il y a cet esprit de groupe. T'arrives plus trop à faire des choses tout seul parce que t'es tout le temps stimulé par ces gens-là. Et en fait, déjà, l'expérience de groupe et être seul, c'est tellement différent. Moi, j'ai appris comme ça que les choses, elles viennent à nous quand même. Il y a des choses qui se passent, mais ces opportunités, elles n'existent pas quand t'es à plusieurs déjà. Et quand t'es à plusieurs de même catégorie, en plus, moi, ma crainte, c'était de pas apprendre assez, en fait. Pas apprendre les bonnes raisons du coup, de ce voyage, en fait. T'as cheminé toute seule sur place. Ouais. Et t'es allée à la rencontre des gens. Oui, mais en fait, c'est marrant de dire que j'ai bougé toute seule parce que, en fait, j'étais très rarement toute seule, justement. C'est ça, toute l'histoire, c'est que tu pars tout seul et en fait, les gens, ils viennent à toi. Et plus les gens, ils viennent à toi, plus d'autres gens viennent à toi. Parce que tu es seule. Oui. Si t'avais été 2, 3, 4, un groupe de 2, 3, 4, les gens se seraient dit, ils sont ensemble, on crée pas le lien, etc. Oui, tu peux créer d'autres types de liens. Mais voilà, c'est peut-être pas la même chose. Après, ça dépend des raisons de voyager de chacun. Je pense qu'on peut tous avoir des raisons différentes de faire un voyage. On peut tous attendre autre chose, tu vois. Moi, c'était la mienne. Et comment ça s'est passé ? T'as fait donc des rencontres ? Ouais, j'ai fait plein de rencontres. J'ai fait plein de rencontres et puis ça m'a permis de voir aussi que... Enfin, je me suis étonnée moi-même, en fait. Je me suis rendu compte, du coup, que j'étais quand même assez... Comment dire, pas autonome et indépendante, mais des fois j'avais un peu des doutes sur moi. Je me suis dit, est-ce que je suis capable de faire ça ? J'ai l'impression que je sais rien faire. Et en fait, j'avais pas peur, alors qu'il y a plein de situations où je me suis retrouvée seule en galère. Et je me suis rendu compte que la galère, c'est ouf, parce que justement, c'est comme ça que les gens ils viennent à toi. Déjà, ça m'a donné pas mal de fierté de me dire, mais j'ai même pas eu peur, alors que là, j'étais dans des situations, j'aurais pu, en me connaissant avant, j'aurais eu peur avant même que ça puisse m'arriver, et au final, quand c'est arrivé, j'ai pas paniqué. C'est quoi des situations Des situations... Raconte. Comment dire un peu logistique. J'avais loué une voiture qui était cata, en fait, elle débloquait tout le temps, mais je savais pas trop pourquoi. Parce que en fait et tu circulais avec cette voiture, oui. Ok. Mais personne ne savait me dire pourquoi. J'ai décidé de circuler quand même avec. Et donc je partais toute seule, par exemple dans les routes de montagne, et en fait ce qui se passait, c'est que parfois ma voiture donc se mettait en mode dégradé, donc tu sais, là, elle se met à décélérer, et le volant se bloque sur les petites routes de montagne en virage complètement serré, et en fait les gens arrivent mais ne te voient pas, en fait, à ce moment-là, et moi je me suis dit qu'est-ce que je fais, mais c'est terrible, mais finalement sur le moment j'ai pas paniqué, et toutes ces choses-là elles m'ont appris à vraiment t'étais dans un état d'esprit, j'affronte les choses, c'est ça. Y a pas de choix, je suis pas avec des gens qui vont me réparer le truc, j'y vais, quoi. Oui, et puis même ça m'a appris à ne pas paniquer, c'est juste trop important. Et on l'a pas dit, je vais trouver une solution. Excuse-moi, on l'a pas dit. Tu faisais quel stage ? Parce que du coup ton interchute, t'as poursuivi ton internat. T'avais quel stage là-bas ? Tu faisais quoi ? Du coup, j'ai validé ma médecine adulte. J'ai fait pas mal de choses, parce que j'ai fait 2 mois en gériatrie, 2 mois en médecine polyvalente et 2 mois en médecine interne. D'accord. Et tu partais en vadrouille entre tes stages, tes journées de boulot ? C'est ça. Ok. Mais tu vois, ça n'a pas de comparaison avec les gens qui partent vraiment en vadrouille pendant 6 mois. Moi, je l'ai fait après, toute c'est pas une comparaison, partie, mais... t'as quand même alterné les deux, et c'est très très cool par ailleurs, très intéressant. Donc les rencontres... T'as rencontré la population locale et t'as créé des liens d'amitié ? Oui. Et tu vois, moi, je me suis sentie vraiment honorée que les gens m'invitent, que les gens me sollicitent, me disent viens, ce jour-là, tu viendras avec nous faire toutes ces choses. Et je me suis dit, c'est incroyable que les gens soient autant là à attendre de moi que je sois là. Et finalement, c'est un moment qui m'a beaucoup émue, c'est quand certaines personnes m'ont dit, mais c'est nous qui sommes vraiment touchés, émus que toi toute seule, tu viennes vers nous, tu viennes chez nous, comme ça. Et je me suis dit, mais c'est vous qui êtes incroyable. Et c'est beaucoup de moments intenses, et plein d'émotions de ouf. Et tu les as rencontrés où ?
Globalement, mes premières rencontres, c'est arrivé avec ma galère de voiture. Ouais. Où, du coup, ma voiture, je l'ai faite redémarrer. J'ai réussi à la pousser assez loin jusqu'à un moment où je pouvais plus. Donc, j'ai trouvé quelqu'un. Enfin, c'était dans une ville à l'est de la Calédonie. C'était le chef de la tribu en plus qui m'a dit t'inquiète pas, je connais quelqu'un dans mon entourage qui pourra regarder ta voiture demain. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a fait dormir chez lui. C'était le moment de la fête des pères, donc là c'était grande fête. J'ai rencontré plein de monde et à partir de ça, j'ai gardé les contacts et j'ai pas arrêté de voir ces gens-là qui m'ont fait rencontrer d'autres gens encore. Ouais. Et voilà. Là, t'es loin de la ville dans laquelle tu fais l'internat à ce moment-là? En fait, à vol d'oiseau, ça doit faire 2-3 heures de route. Mais comme c'est des routes très très escarpées, ça prend du temps. Ouais. Okay. Après, du coup, la Nouvelle-Calédonie, c'est... Déjà, en termes d'îles françaises, c'est assez grand. D'accord. Je pense que du nord au sud, tu peux avoir 7 heures de route. Ok. Donc et donc, t'es reparti de chez eux et tu y es retourné, en fait, t'as créé un lien particulier? Alors, avec ces personnes, en l'occurrence, je suis pas retournée dans cette même ville. Ouais. Mais par contre, dans les personnes que j'ai rencontrées là-bas, oui, j'ai pas arrêté de les retrouver. C'est eux qui me proposaient, moi aussi, évidemment. Ça allait dans les deux sens, donc ça a permis... c'est vraiment une amitié qui s'est créée, c'était pas juste éphémère, donc ça j'étais très fière de ça quand même. Ok, incroyable. Moi j'en retiens beaucoup grâce à eux. T'étais donc entouré de co-internes, eux c'était pas leur délire où ils te disaient incroyable ce que tu fais, mais nous on reste là, t'avais des échanges quand même avec les internes avec qui tu travaillais? Oui, j'avais des échanges, mais après comment dire, je me suis pas... c'est pas que je me suis pas étalée, mais... tu faisais ta discussion. Oui, c'est ça, on disait chacun ce qu'on faisait, parce que... Enfin, je pense que ça doit jamais être une comparaison, mais quand tu fais des expériences comme ça et que tu es dans les milieux là, un peu des expats, parfois ça devient un peu une comparaison. Moi j'ai vu ça, ah oui, moi j'ai vu ça et tout ça. Et j'avais pas trop envie de rentrer là-dedans. Et en plus, compète de celui qui vit le meilleur interchu. Sans le vouloir, dans le sens où quelqu'un va te dire qu'il a vu quelque chose et toi tu vas dire ah ouais, c'était pas assez bien ce que j'ai vu. Ouais. Déjà, parce qu'il y a une volonté de kiffer absolument ces 6 mois, de profiter de chaque instant. Oui, mais c'est pas du tout volontaire, c'est pas des gens qui veulent te faire sentir mal, mais c'est que tout le monde finit par se sentir mal parce qu'il a pas fait assez. Du coup, déjà, moi j'ai voulu casser ça. Je me suis dit, ouais, moi je fais les choses pour moi, je vais pas faire ce qu'ils font et je vais faire ce que moi j'avais prévu pour moi-même. C'était quoi qui était important, je me suis mis ça en tête, donc si ça, je l'ai fait, ça m'a apporté du bien, c'est le principal. Et puis j'avais pas envie de dire moi j'ai fait ça alors que vous avez fait ça, tu vois, c'est pas un système de compète comme tu dis. Ok, trop bien. Et donc l'interchu se déroule globalement bien et t'es revenu là en France métropolitaine depuis quand? Novembre. Ok, depuis quelques mois. Oui. Ok. Est-ce que t'envisages l'Iran bientôt? Oui. Sérieux? Oui. Après, pour moi, depuis que je suis petite, je l'envisage tout le temps dans ma vie, quel que soit le stade de ma vie. Et comme je te disais tout à l'heure, à chaque fois, il s'est passé des choses où il y a eu des raisons pour lesquelles je ne pouvais pas y aller aussi souvent dans ma vie que je le voulais. Là, je vais me donner les moyens de le faire quoi qu'il arrive. Ce que j'ai prévu globalement, c'est à la fin de l'internat d'y aller avec ma famille. Et probablement qu'une partie de ma famille rentrera parce qu'il y en a qui travaillent. Mais moi, j'ai envie de rester un peu sans trop me donner de date retour. Juste voir un peu comment je vis. De pratiquer. Oui, juste de profiter en fait. Si je me dis j'ai envie de rester plus longtemps, je reste. Si à un moment donné je me dis je veux rentrer ou il faut que je rentre, je le ferai, tu vois. Mais là, j'ai pas un projet élaboré, tu vois. Je sais juste que je vais aller en Iran. Ouais. Et sans forcément faire de la médecine sur place. Non, pas du tout. Là, globalement, ce que je veux faire, c'est ne pas faire de la médecine juste après. C'est vrai, hein? Ouais, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Beaucoup de personnes réfléchissent comme ça parce que ça nécessite une coupure pour prendre un peu de recul aussi sur 10 années. Oui, mais tu sais que en plus j'ai cette frayeur dans ma vie en me disant j'ai l'impression que j'ai fait que ça, donc je saurais rien faire d'autre. J'ai l'impression que vraiment j'ai tellement passé de temps là-dedans que je suis nulle dans tous les autres domaines, et ça m'a vraiment rendue malheureuse quand je sais pas si j'ai réalisé ou je me suis mis ça en tête, mais c'est vraiment un truc qui m'avait perturbée. Une des questions phares du podcast, c'est quelle est la place de la médecine dans ta vie actuellement
Et quelle place tu veux qu'elle ait dans ta future vie? La place actuelle... Déjà, oui. Par exemple, la place qu'elle avait avant le début de ses études. C'était donc, un goal familial avec, il y avait cette part là, et puis toi, une volonté. Donc une médecine placée assez haut, j'ai envie de dire, dans les ambitions et dans l'investissement personnel. Oui, c'est ça. C'est exactement ce que tu dis. Oui. Je pense que c'était mon but. Et malheureusement, je pense qu'il n'y avait que ça à ce moment-là. Donc, comme tu dis, c'était placé tout en haut. Là, aujourd'hui c'est placé au milieu. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je réalise que j'ai envie de faire tellement d'autres choses, en fait. Et que j'ai l'impression d'avoir perdu du temps à avoir fait que ça. Parce que je pense pas qu'on peut être bien dans une vie en faisant que ça, tu vois. Donc, j'ai envie de me rattraper. Donc, peut-être même que la barre, elle est encore plus bas que le milieu, je sais pas. Ça va venir avec le temps. Mais comme je suis pas dans une période stable, c'est difficile de dire là tout de suite où est-ce que je veux la mettre. Peut-être que le jour où je voudrais commencer à travailler, je me dirais ok, je veux travailler comme ça, mais je veux aussi que je fasse ça de mon temps et mettre ça un peu des grands. Tu dis que t'es pas dans une période stable parce que c'est un peu l'internat, c'est une période dans laquelle on a la tête dans le guidon, aucun recul, on se fait chahuter, il y a des gardes, on n'arrive pas en fait à prendre un peu de recul pour savoir quelle médecine on veut réaliser en fait. Ouais, carrément. Et après, je disais surtout ça dans le sens où là tout de suite je suis en stage, donc j'ai pas le choix de combien de temps je veux consacrer pour faire ça, parce que je dois le faire, tu vois. Mais si tu me donnais le choix, je le mettrais, parce que là j'ai l'impression que ça prend vraiment beaucoup de place, donc la barre elle est haute, alors que j'aimerais la mettre beaucoup plus bas. En temps, en énergie, Ouais, en temps travaillé, mais aussi en réflexion là-dessus, tu vois. J'aimerais tellement consacrer mon temps pour d'autres choses. Ouais, ça c'est hyper intéressant parce que beaucoup de personnes disent que les médecins actuels travaillent moins qu'avant, etc. Mais je pense que quand même il y a un investissement majeur en temps et en énergie consacrée qui demande forcément derrière un apaisement et un peu de recul parce que c'est trop violent et ça dure surtout depuis 10 ans. Moi je vois les potes en fait en 10 ans tu fais beaucoup de choses et l'étudiant et l'interne en médecine en fait il est monothème du début à la fin quoi. Et c'est pour ça que ce podcast est là pour un peu comprendre comment les gens replacent petit à petit la médecine dans leur vie. Tu penses que dans le futur tu seras à quel degré d'investissement En fait, tu sais c'est quoi le problème, c'est il y a ce que j'aimerais et ce qui est possible. Je voulais travailler le lundi. Oui. Parce que c'est pas une volonté de pas travailler, c'est même pas ça. C'est juste que j'aimerais travailler dans des conditions sans pression, donc mélanger un peu les formes d'exercice. J'ai même pas une vision très claire de ce que je veux, tu vois, mais je veux vraiment, je veux pas de pression aussi énorme que je vois déjà d'ici, tu vois. J'ai l'impression que, rien qu'en tant que généraliste, que parfois les gens ils ont tellement d'attentes envers nous, mais je la vois arriver et je la veux pas. Et je sais que ce dont on est en train de parler, les médecins dont tu parles, s'ils entendaient ça, ils se diraient vraiment qu'on veut pas travailler. Mais c'est pas que je veux pas travailler, c'est je veux travailler autrement en fait. Et aussi parce que ça rejoint tout ce qu'on a dit, mais tu vois, en faisant de la médecine, j'ai l'impression d'avoir fait pas fait tellement de choses. J'aimerais faire des choses créatives, j'aimerais vraiment mixer plein de choses en fait. Je sais toujours pas comment, mais j'ai pas envie de faire un truc d'une façon toute la journée, tous les jours de la semaine. Et la réalité de la vie quand même, c'est que la vie elle est dure et la vie elle est chère, et que nous on a cette chance de pouvoir gagner notre vie facilement quand même, entre guillemets. Tu fais une consultation, ça paye, contrairement à d'autres métiers. Donc à un moment donné, je sais que quand j'aurai des projets de vie et qu'il faudra ramener de l'argent, ça va me rattraper. Mais est-ce que c'est mon souhait ? Non, mais je sais pas ce que je ferai à ce moment-là. C'est très difficile d'y voir un peu clair parce que beaucoup de possibilités. On a la chance de pouvoir s'installer aussi soit avec des métiers, enfin des formats hospitaliers ou salariés, mais on peut aussi s'installer en libéral, on peut s'installer aux quatre coins de la France. Et il y en a qui diraient que c'est un luxe, mais ça peut être aussi quelque chose qui nous brouille l'esprit terriblement. Quand les gens doivent faire des choix, c'est pas évident. Ouais. Et toi, t'as plus une idée Non, je suis comme toi. T'es comme j'ai des idées sur les années ou les mois, les années à venir, mais sur du très long terme,
Bon, je sais pas du tout. Je pense qu'on n'est pas aussi à l'abri de toutes les modifications actuellement de la médecine en général et de sa forme qu'on connaît actuellement. Et par curiosité, parce que du coup on parle beaucoup de moi, c'est le projet. Cette barre-là, du coup, ce seuil de médical dans la vie, toi tu le mettrais où ? Eh bien, en fait, je pense qu'il va être le seuil va être assez haut. Je pense que je vais m'investir sans doute beaucoup en temps et en énergie. Et à la fois, je sais qu'en disant ça, il y a sans doute des dangers de plein de choses. Danger d'exploser, de burn-out ou de fatigue. Donc, je pense que le principal, c'est quand même d'arriver à s'écouter. Et ça, c'est probablement le plus dur, de toujours avoir ce pas de recul que justement l'internat nous empêche de faire, pour savoir, ok, est-ce que tu es en osmose avec ce que tu veux être, est-ce que ce que tu es en train de faire te colle à la peau, ou est-ce que tu es à côté de tes pompes, et je pense que c'est une question qui doit être posée, qu'on doit se poser tous les jours, mais c'est pas forcément facile. C'est toi qui poses des questions pas faciles. Panthéa, merci beaucoup. Et merci à toi, Maxime. Je te souhaite le meilleur et j'espère un voyage en Iran le plus vite possible. Ça serait avec plaisir. Tu veux venir avec moi ? Allez, merci. Allez, go. Voilà, c'était un épisode de Médecin qui es-tu. Merci d'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite clochette. Comme ça, vous serez averti de la sortie de nouveaux épisodes. À bientôt.